Il reste 25 minutes, on doit pouvoir beaucoup échanger avec vous et avec la salle. J'aurais une première question pour peut-être Marc Frachette sur la problématique de l'organisation souvent en silo dans nos organisations, que ce soit les établissements, que ce soit aujourd'hui même à l'échelon territorial ou supraterritorial. Et par contre, dans les différentes présentations, aussi des logiques qui, lorsqu'on force un peu le trait, peuvent aller vers le décloisonnement. Et donc, j'aimerais qu'on puisse discuter de ces éléments-là par rapport aux coûts qui peuvent être évités, qu'il faut aller traquer, et puis également sur les ressources qu'on peut aller chercher, parce qu'effectivement, pour l'instant, les uns et les autres, notamment en milieu hospitalier, puisque là, on est sur des présentations hospitalières, on va toujours chercher quand même, ou on va toujours prouver à un seul interlocuteur, qui est un directeur d'établissement, mais en fait, aujourd'hui, le décloisonnement vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du soin primaire, fait que il va falloir faire les mêmes démonstrations des coûts, mais peut-être qu'il faut aussi aller chercher d'autres acteurs, l'assurance maladie, etc. etc. Est-ce qu'on pourrait échanger quelques minutes, secondes? On peut effectivement commencer. Vous faites allusion à ce qu'on appelle l'élargissement du champ des acteurs. Effectivement, dans les interventions qu'on mène, on s'aperçoit que ça marche bien quand on arrive à constituer dès le départ une équipe projet avec un médecin, un pharmacien, du personnel médico-technique, des cadres de santé, un directeur adjoint qui a envie de jouer avec vous. Et à ce moment-là, effectivement, les choses vont très vite. Effectivement, l'hôpital, on le sait tous, ça c'est décrit dans la littérature, c'est cloisonné. D'autre part, c'est un management qui est basé sur le savoir, hein, historiquement. Donc tout ça, ça a des avantages, mais ça n'a pas que des avantages en termes de cloisonnement. Donc effectivement, je voudrais rebondir sur un point, sur par exemple la baisse de la prime d'assurance. Effectivement, il faut aller traquer très très loin tous les coûts associés possibles. Les gisements ne sont pas forcément les gisements qu'on imagine au départ. Et effectivement, la solution qui consiste à aller batailler pour chercher des appels d'offres est une solution intéressante. Mais il faut aller traquer beaucoup plus loin toutes les choses pour pouvoir en discuter avec les directions. Et les décisions finales, quand on arrive à... Parce qu'à l'hôpital, on raisonne par coût de 0,10 ETP, ce qui en management est un petit peu particulier, on va dire. Mais c'est en tout cas d'arriver à contractualiser entre direction, pôle médical, pôle pharmaceutique, pôle médico-technique, à aller décider de qui met la main à la poche par rapport à une valeur ajoutée, en l'occurrence, comme on le disait tout à l'heure, la valeur ajoutée de préparateurs supervisés dans les unités de soins. Donc voilà, le premier élément de réponse serait sur élargir le champ des acteurs et puis traquer le plus loin possible toutes les sources de coûts, tous les gisements. Donc ça veut dire prendre le temps, et ce que je remarque dans vos deux interventions, c'est qu'effectivement, vous avez pris le temps de penser les projets, les structures, vraiment de manière extrêmement... J'étais très intéressé par vos présentations, et on voit pourquoi ça a marché en termes de lecture managériale, clairement. Je ne sais pas si c'est un premier élément de réponse. Alors, pour compléter, il y a une question un peu drôle, là, mais qui peut peut-être permettre que tu détailles ta méthodologie de calcul des coûts cachés. Tout à l'heure, tu nous as dit que la formation inutile d'un préparateur qui partirait est un coût caché. Donc ça, c'est un aléa qu'on peut maîtriser. Un interne, ça tourne tous les 6 mois, donc sa formation, c'est un peu le rôle du CHU. Je pense que la réponse est dans la question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse déclarer ça comme un coût caché, puisque de toute façon, on n'a pas la maîtrise, on est obligé de le faire. Hein. Oui, tout à fait. Alors, souvent, une des questions que je pose, qui fait parfois un petit peu mal, c'est quelle est votre population d'internes? Tous vos postes sont-ils pourvus? Il y a combien de seniors? Il y a combien de juniors? Bon, il faut qu'il y ait des juniors, il faut qu'il y ait des seniors. Mais effectivement, ça va avoir de manière objective un impact direct sur la performance de l'organisation à un moment donné. Donc ça veut dire attractivité, ça veut dire... Voilà. Donc souvent, on en revient sur la politique d'attractivité d'un établissement, que ce soit pour des internes, que ce soit même pour des externes, des préparateurs, etc. Donc c'est comment on travaille cette politique d'attractivité, parce que le turnover est une des causes catastrophiques de perte de performance. Absentéisme et turnover. Mais ça, on le comprend très bien. Après, effectivement, on va aller regarder tous ces temps passés, comme on l'a vu,
toutes ces primes d'assurance, tous ces surcoûts, les pertes matières, finalement, on le voit bien, c'est important, surtout sur des produits coûteux, mais au final, c'est pas si important que ça. Donc voilà, il faut aller regarder tous les écarts de productivité. Il faut aller regarder dans le détail les sursalaires, l'intérim, l'attractivité, l'absentéisme, toutes ces choses-là. Il faut tout balayer méthodiquement. Et puis, mis bout à bout, on arrive à des gisements de performance, plutôt que de parler que de coûts. C'est ce qu'on appelle, nous, des coûts-performance cachés. Voilà comment, méthodiquement, donc il faut prendre un peu le temps de le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Juste un complément sur cette question des internes, parce qu'elle est provocatrice, mais elle est très intéressante. Bien évidemment, si on pousse plus loin le raisonnement sur les externes, c'est encore plus aigu. Et bien évidemment, un CHU doit investir sur la politique de formation de ces jeunes, parce que c'est bien aussi par les jeunes qu'aujourd'hui on a ce virage de la pharmacie clinique et il est essentiel. Donc il y a beaucoup plus à gagner, à former que les coûts certainement. Ceci étant, sur les externes où ça tourne tous les 3 mois et lorsqu'on a une véritable politique massive, ce qui est le cas chez nous, je le dis parce que voilà, avec 120, 130 internes qui tournent tous les 3 mois, là on arrive quand même à la limite d'un exercice sur lequel il faut véritablement réfléchir à se réorganiser, à des alternatives organisationnelles, d'où les présentations qui ont eu lieu, y compris sur les préparateurs, parce que à la fois il faut qu'ils soient sensibilisés, formés, mais faire reposer une bonne partie de l'activité sur des externes en pharmacie. D'abord, ce n'est pas l'objectif d'un établissement, même en termes de formation. Et donc, à un moment donné, il y a des questions à toujours réinventer un modèle. Au démarrage, ça permet de lancer une activité, mais on sait très bien que ça génère quand même beaucoup de dysfonctionnements aussi. Alors, il y a 3 questions sur les modalités de financement. On va commencer peut-être par poser la question pour Erwan. Tu as dit que les pharmaciens cliniciens chez toi en chirurgie étaient financés par les pôles. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le modèle ? Alors, j'ai lu la question. La latitude est quand même assez faible pour les pôles médicaux chez nous. Néanmoins, ils avaient des droits de tirage pour des médecins somaticiens, c'était sur l'orthopédie, qu'ils ne trouvaient pas. Donc, ils ont décidé de transformer ce poste en pharmacien, premier poste. Sur le deuxième, c'est à peu près la même chose, avec un poste qui était non pourvu dans le pôle Chir, Dige et Uro, qui a été transformé. Après, ça reste un coût pour l'institution, mais c'est des choix aussi d'établissement. Une fois que ça a marché, on est soutenu par l'institution et ça se valide de cette façon-là. D'accord, merci. Sur les sources de financement, projets de recherche, là, je peux peut-être essayer de donner l'expérience qu'on a au CHU. Alors bon, la recherche clinique, on le sait, c'est des financements potentiels. Donc il y a les projets nationaux, appel à projets des GOS, mais aussi toute la recherche clinique classique, les PREPS, les PHRC, etc. Bon, donc ça, c'est quand même pas forcément simple à mettre en œuvre et à obtenir. Après, on peut dire aussi que la recherche clinique, c'est quand même, ça favorise quand même plus les CHU ou les gros CH qui ont une organisation et des méthodologistes pour pouvoir monter des projets. Mais dans ces établissements qui en ont la possibilité, c'est quasiment actuellement la seule source à peu près maîtrisable de financement à travers des appels à projets, soit internes de l'établissement, soit régionaux. Dans toutes les régions, il y a des groupements plus ou moins étendus de recherche clinique qui financent des appels à projets et sur lesquels il ne faut pas hésiter de proposer des projets pharmaceutiques pour déployer la pharmacie clinique. À titre d'exemple, en ce moment, chez moi, j'ai 3 postes d'assistants qui sont financés par des projets de recherche clinique à 100%. Et sur ces 4 dernières années, j'ai toujours eu au moins un poste financé par des projets de recherche clinique. Sachant que les autres sources, vous avez tous subi le plan triennal avec la maîtrise des dépenses en personnel, qui font que c'est de plus en plus compliqué de créer des postes. Donc, sur la recherche clinique, il reste encore une marge de manœuvre. Alors, ça dépend peut-être des ARS et de la perception qu'ils en ont, mais chez nous, on arrive à exclure les personnels dédiés à la recherche de l'évolution de la masse salariale.
C'est peut-être pas le cas partout, mais en tout cas, ça peut se négocier avec les ARS. Voilà, ça c'est pour... si tu as quelque chose à rajouter. Et dire qu'au-delà des appels d'offres purement recherche, tu as parlé de l'Agence régionale de santé, il y a véritablement des expérimentations. Alors après, ce n'est pas forcément de l'aide au déploiement d'activités innovantes. Et il y a quand même pas mal de budget à aller traquer dans chacune de vos ARS. De plus en plus, vous le faites parce qu'on a un peu des retours d'expérience des uns et des autres. Mais c'est vraiment une source non négligeable à aller chercher parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, c'est toujours très difficile d'avoir des financements. L'ARS, il y a des financements. Il y a plein de questions là. Clarisse, peut-être la méthodo pour le recueil des traitements une semaine avant l'hospitalisation? Donc oui, la méthode pour recueillir le traitement une semaine avant l'hospitalisation. Donc si du personnel tel que la secrétaire a pu vous noter quand elle a pris le rendez-vous, le pharmacien d'officine habituel du patient, donc en fait on regarde dans le dossier médical, on téléphone au pharmacien d'officine qui nous transmet les premières informations, les prescriptions. Également, dans le dossier, vous avez toujours le numéro de téléphone du patient. Donc, en fait, on l'appelle, le patient ou son aidant, et on lui demande quels sont ses traitements. Si il ne sait pas nous répondre, des fois, il dit « Attendez, je vais chercher mes prescriptions ». Puis, en fait, il nous les lit au téléphone. Ou alors, s'il n'en est pas capable, on lui dit « Amenez bien à votre consultation d'anesthésie tous vos documents pour que finalement, en fait, l'anesthésiste, il ait l'information au moment où lui, il fait le recueil pendant sa consultation d'anesthésie. Donc on essaie d'être le plus proactif possible et on se repose, on s'accompagne en fait des autres professionnels de santé qui interviennent dans le parcours de soins du patient. Question sur l'interaction entre les pharmaciens et les médecins pour le CHU de Nantes. Parce qu'on sait très bien que effectivement la chirurgie, les pharmaciens, on n'y est pas allé d'emblée parce que c'était assez compliqué, voilà. Mais en fait, est-ce que tu peux nous expliquer Alors, ça faisait partie du deal initial. C'est-à-dire, on ne commence pas un tel projet si on n'a pas défini une organisation avec le médical. Nous, on n'a pas le droit de prescription. On peut faire des propositions, néanmoins, il faut que ça soit prescrit. Donc, en fonction de l'organisation de l'unité, en orthopédie, donc ce sont les anesthésistes qui viennent prescrire. En DIGE, ce sont les chirurgiens. Et dans les unités, on va avoir des organisations un peu différentes. En tête et cou, c'est un médecin généraliste. En tout cas, il faut bien se mettre d'accord sur les temps d'échange. Une fois que c'est bien préparé, c'est pas si long. C'est entre 15 et 20 minutes, on cible les choses. Il faut bien prioriser ce qu'on va lui annoncer, tout n'est pas à dire. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, je vois, il y a une question qui vient d'apparaître là. Pourrait-on envisager une modélisation relativement standardisée de l'insertion du pharmacien clinicien par parcours de soins? Donc, Stéphane est pas là, mais c'est un des travaux initiés par la SFPC. Tu peux peut-être là en dire deux mots de ça, Philippe? L'objectif, effectivement, aujourd'hui, ça va être de réfléchir à des logiques de priorisation de nos interventions dans ces parcours de soins, puisque, effectivement, on se rend compte qu'on aura des difficultés, malgré tout, à prendre en charge tous les parcours. Donc, il faut rentrer dans des logiques de gestion des risques, d'efficience, collaborative et donc effectivement il y a un groupe de travail qui va s'instaurer au sein de la Société française de pharmacie clinique pour réfléchir à ces logiques de prise en charge par parcours et finalement de priorisation des patients dans ces parcours. Alors ça, c'est la question qui tue. Comment dégager du temps dans les petits centres au budget serré, avec peu de pharmaciens, peu de PPH, peu d'étudiants ou pas d'étudiants et peu de marge de manœuvre? Bon, ça on l'entend régulièrement, c'est un vrai sujet. La solution, si elle existait, je pense que la question ne se poserait pas, évidemment. Mais il y a toujours du temps à gagner. Alors on n'est pas tous armés
pour réaliser une étude sur les coûts cachés. On n'a pas tous les moyens de se payer probablement les services d'une société conseil, mais il y a peut-être des formations à faire et des clés à utiliser pour ça. Marc pourra peut-être nous en dire 2 mots. Mais alors il y a un sujet, c'est l'arrivée des GHT, qu'on peut voir comme une contrainte et une menace, mais on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire comme une opportunité d'améliorer les organisations territoriales, de regrouper et de déléguer un certain nombre d'activités, notamment pour les petits centres, qui leur permettraient de se réorienter sur des activités plus cliniques. Donc ça, c'est... en Occitanie, on a un projet là-dessus au niveau régional, de réflexion de l'ensemble des établissements de santé sur quel modèle dans un GHT pour optimiser en respectant les uns et les autres, avec pour objectif principal de dégager du temps sur la pharmacie clinique. Après, l'autre sujet, c'était une des questions qui devrait débloquer les situations, c'est l'arrivée d'un acte ou de plusieurs actes valorisés qui débloqueront certaines situations quand tout a été fait pour essayer d'optimiser les moyens. Mais donc peut-être Marc, 2 mots sur ta méthode, elle est applicable j'imagine dans tous les établissements. Je réagis sur petits centres. On baigne actuellement dans le dogme de la massification. La massification, pourquoi pas, mais il faut déjà évaluer quelle est la valeur ajoutée de massifier. Massifier du linge, ok, massifier de la chimio, pourquoi, comment, quelle unité de valeur, enfin quelle unité d'échelle, c'est une première chose. En management, finalement, ce qui marche le mieux, c'est des petites structures. Les plus efficientes sont des petites structures bien synchronisées entre elles. Ce n'est pas des structures, alors, même si elles reportent un GHT, un CHU, etc. Et ça, il faut bien garder ça présent à l'esprit. Il ne faut pas croire, ce qu'on nous raconte, que c'est les structures massifiées qui marchent le mieux. Elles nécessitent énormément d'énergie, il y a de la déperdition, on génère des dysfonctionnements qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, quelquefois, small is beautiful. Ah bon. Ensuite, en termes de méthodologie, on peut très bien effectivement envisager des choses, puisque les centres sont plus petits, plus rapides, voire intercentres, avec du partage d'échanges. On peut effectivement modéliser des choses relativement simples sur des centres de plus petite taille. Effectivement, on le fait d'ailleurs régulièrement. Ce qu'on peut dire en complément, effectivement, l'objectif c'est dans notre région de préserver la totalité des petites structures et des PUI, voilà, pour être efficient au plus près des patients. Mais par contre, chaque fois que massification rime avec amélioration de la qualité de l'activité, surtout sur des activités de production, il faut vraiment y réfléchir pour que justement on arrive à dégager une partie de ces masses-là. Mais tout en ayant bien en tête que pour beaucoup de choses, bien évidemment, la structure au plus près du patient sera toujours la plus efficace. Voilà, c'est vraiment, et donc il faut trouver un mix entre activité de production, activité clinique, et c'est ça, c'est un peu le défi, mais c'est un des éléments. Mais par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie, ça ne réglera pas tout, parce que quand on fait ça, c'est encore une fois les pharmaciens avec l'existant qui essayent de restructurer, réorganiser, mais on a bien conscience les uns et les autres, et la société française va travailler ardemment à cela, pour arriver à valoriser des actes, parce qu'à un moment donné, si c'est important en termes de santé publique, il faut que ce soit reconnu et donc que ce soit valorisé, à l'instar de ce qu'ont obtenu nos collègues officinaux avec les bilans de médication partagés. Et donc, il est très important d'arriver maintenant à faire ce lobbying pour obtenir des actes financés, que ce soit pour la conciliation, que ce soit pour la revue de médication, voire pour des actes thérapeutiques. Alors peut-être une réponse rapide d'Erwan et de Clarisse pour comparer, pour voir s'il y a des divergences, sur quelle réaction des officinaux aux sollicitations permanentes des pharmaciens hospitaliers. Alors, ça se passe bien, même plutôt très bien. En fait, on a beaucoup communiqué auprès des pharmaciens d'officine pour leur expliquer la démarche, pourquoi en fait on leur demandait des données sur les patients, des données sur les médicaments. Donc on leur a présenté nos travaux. Et donc ça se passe bien. Même des fois, on les appelle pour autre chose et ils commencent à nous détailler le traitement. Non, mais je vous appelle pas pour ça, je vous appelle pour rien de souci. Donc ils sont plutôt aussi très
contents d'être un des maillons de la chaîne dans la prise en charge médicamenteuse parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'informations au comptoir et c'est vrai que souvent, ils ne s'estiment pas assez sollicités, donc finalement, ils sont très contents d'être sollicités. Pour Nantes, c'est similaire. Hein, à 95% des cas, les pharmaciens répondent volontiers. Mais on oublie un acteur, c'est le médecin généraliste. Hein. Nous, on les sollicite beaucoup aussi et ils sont ravis de répondre. Et on leur apprend aussi beaucoup de choses sur le patient, on échange beaucoup sur le patient. Et c'est une satisfaction. On a même certains médecins qui nous ont écrit en disant qu'ils étaient très satisfaits parce que généralement, ils sont pas plus que ça au courant du parcours du patient à l'hôpital. Hein. Donc non, ça se passe très très bien avec les professionnels de ville. Alors, garde la parole. Erwan, as-tu évalué la satisfaction des patients également en chirurgie? C'est une excellente question. C'est prévu, c'est pas encore fait, mais donc maintenant ça nécessite une méthode, mais on va le faire. Et à toi, Clarisse, quelle méthode a permis d'évaluer le taux d'utilisation des BM par les anesthésistes? Tu as donné des chiffres tout à l'heure. En fait, on a un moyen de savoir informatiquement si la prescription d'entrée, elle est faite à partir de notre bilan médicamenteux ou pas. Donc en fait, on a patient par patient checké toutes les lignes de traitement et regardé si c'était issu du bilan médicamenteux. Et c'est comme ça qu'on a en fait déterminé que 60% des anesthésistes avaient utilisé notre bilan médicamenteux pour faire leur prescription d'entrée. Alors il y a une question sur le score de priorisation. Donc juste 2 mots pour expliquer que Long, qui vous l'avait présenté en détail il y a 2 ans, a utilisé des données colligées par les pharmaciens nîmois sur plus de 1400 patients, une soixantaine de données par patient colligées. Il les a testées avec un modèle mathématique pour voir lesquelles impactaient le plus sur le risque d'erreur médicamenteuse, puisque pour ces 1400 patients, on a relevé les interventions et les erreurs ou presque erreurs qui survenaient sur le parcours. Et donc à partir de ces données-là, un score dont la formule vous a été montrée a été mis en place. Donc il est compris entre 0 et 1. Et il donne... Il n'y a pas de seuil. En fait, l'idée c'est de cibler, de classer les patients d'une unité de soins ou d'un établissement pour savoir par lequel commencer. Mais il n'y a pas de notion de seuil en dessous duquel ou au-dessus duquel il faudrait ou pas aller voir le patient. Donc il est validé sur Nîmes et il y a une validation théorique grâce à un modèle mathématique pour d'autres établissements, et on est en train de valider justement ce modèle mathématique en rejouant des jeux de données d'autres établissements. Donc notamment les 5 autres CHU qui ont participé à l'étude MEDREV qui se termine et dont les données sont quasiment figées. On va utiliser ces données pour refaire tourner le modèle et le valider en externe. Donc on pourra dire très prochainement que le score qu'on utilise à Nîmes est exportable dans tous les CHU. En parallèle, on fait des tests avec un et prochainement un deuxième CH où on va aussi utiliser leurs données pour valider le fait que CHU ou CH, donc le score est valable. Et en parallèle, on étudie la possibilité d'exporter le score, quel que soit le type de système d'information. À Nîmes, on l'a monté avec des requêtes qui vont piocher des informations dans Clinicom et dans Pharma, mais on a fait une expérimentation avec un autre établissement, ça marche avec des Xcare. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec la contrainte pour utiliser le score, c'est d'avoir un système d'information de la prise en charge médicamenteuse et du dossier patient. Une dernière question pour respecter strictement le timing. Quelles activités confier aux préparateurs dans le cadre de leur arrivée dans les unités de soins? Clarisse et Erwan. Donc on a fait une étude, une recherche sur les activités à confier aux préparateurs en unité de soins au CHU de Nîmes. Il y a en fait deux grands types d'activités. Il y a la gestion de la salle de soins avec l'aide à l'administration, tout ce qui est optimisation de la dotation, du stock, passer les commandes,
pour gérer la traçabilité des médicaments dérivés du sang, les stupes, faire des inventaires réguliers, optimiser la dotation. L'aide à l'administration, est-ce qu'on peut mélanger ça avec ça, passer ça avec ça. Également, il y a toute une partie donc clinique entre guillemets qui est l'aide au recueil d'informations pour la conciliation médicamenteuse. Donc être acteur à part entière dans le recueil de données et la synthèse de ces données en vue de l'élaboration du bilan médicamenteux. En complément, puisque c'est exactement les mêmes sujets, hein. Nous, les préparateurs regardent les prescriptions des unités de soins, ils vont fournir les traitements qui ne sont pas dans la dotation, mais ils ont aussi un regard, en fin de compte, d'analyse, hein, faut le dire, et puisqu'ils trouvent aussi un certain nombre d'erreurs. On n'analyse pas tout dans notre établissement, donc souvent ils reviennent vers nous en disant là c'est un peu bizarre, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis ils travaillent aussi sur les propositions d'équivalence thérapeutique qu'on a standardisées, ça nous permet aussi de réduire les demandes de dépannage. Puis demain, on peut imaginer d'autres choses, mais moi je crois que les préparateurs pourront aussi travailler sur la formation auprès des soignants, il y a des tas de choses à faire. Merci à tous les intervenants. Donc en synthèse, on peut dire que certes, on est dans un environnement contraint, mais qu'on a finalement pas mal de plasticité dans les organisations et que cet après-midi, on a eu pas mal déjà d'expériences et de retours d'expérience qui nous prouvent qu'il y a des choses qui peuvent être réalisées. Aujourd'hui, il y a le champ des possibles, y compris avec l'ouverture sur la vie, l'ouverture sur les GHT, et donc il faut rentrer tous ces paramètres et continuer à travailler, à être innovant dans les organisations pour continuer à déployer la pharmacie clinique. Merci à tous.